Connaissez-vous le royaume du Ouagadougou, l'empire du Mali ou encore la reine Ablaboko? Les contes du Petit Griot vous invitent à découvrir les légendes africaines au travers d'un récit revisité entre mythe et réalité. Installez-vous confortablement et découvrez l'histoire de Soumaoro Kanté. Soumaoro Diarasso, roi forgeron, sorcier aux multiples totems, invincible conquérant, tyran. C'est l'histoire de ce personnage dont le nom fit trembler tout le Mandenne que je vais vous raconter. Écoutez l'histoire de Soumaoro et de sa sœur Kangouba Kanté. Le royaume de Soso se trouvait dans la région de Koulikoro. Son roi, Diara Diarasso, père de Soumaoro et chef du clan Kanté, fonda sa dynastie en unifiant le Kanyaga et le Soso en un royaume. À cette époque, le royaume du Ouagadougou était divisé entre l'esclavage, religion traditionnelle et nouvelle religion. C'est à la suite de son père que Soumaoro prit le pouvoir au royaume du Soso. Ce fut le premier de la lignée à vouloir reprendre l'héritage du Ouagadougou. Le clan Kanté faisait partie de la caste des forgerons. Leurs ancêtres forgeaient des armes et armures, eux-mêmes forgeront des armes et armures, ainsi que leurs descendants. Un jour, Soumaoro confia à sa sœur vouloir changer son destin et mettre fin à l'esclavage des Soninké dans le Mandenne. Il se rendit au Mandenne afin d'obtenir l'aide des Malinké. Ces hommes l'accueillirent, mais ne prirent pas au sérieux le petit roi qu'il semblait être. Suite à cela, il revint détruit, si bien que sa sœur Kangouba décida de lui venir en aide. Elle se mit alors en route, à la recherche d'une armée, afin que son frère puisse réaliser son rêve. Kangouba traversa de nombreuses terres. Durant son voyage, elle rencontra un génie qui fut séduit par son histoire et son charme. Il décida de l'aider et l'emmena sur un long chemin. Au bout de ce chemin se trouvait une clairière, au fond de laquelle un grand arbre, au pied duquel reposait la maison du génie. Kangouba alla s'installer chez le génie. La vie sans cuisine ni ménage, ni d'autres corvées à faire que de rester ici heureuse à profiter du paysage, lui plaisait beaucoup. Elle aimait se balader, ainsi que répondre aux questions des génies sur la psychologie humaine. Ainsi, plusieurs mois passèrent, durant lesquels Kangouba vécut heureuse à en oublier sa propre famille au détriment de celle du génie. Jusqu'au jour où elle tomba enceinte. Alors, le patriarche des génies lui dit : « Il n'est pas indiqué que des génies et des humains puissent s'accoupler. Et par conséquent, tu dois partir. Prends avec toi ce fusil de cuivre afin d'aider ton frère. Il devra, pendant 7 semaines consécutives, tirer un coup la nuit du vendredi et un autre dans celle du dimanche, et enfin s'écrier « Armée, à moi une armée !» Ma fille, prends garde à ce que l'essence divine de l'enfant que tu portes ne soit jamais empreinte par l'arrogance humaine. Sur ces mots, Kangouba partit retrouver son frère.
Lorsqu'elle fut de retour au royaume, elle lui tendit le fusil de cuivre en lui indiquant que les dieux lui avaient octroyé ses pouvoirs afin qu'il en fasse bon usage. Dans les jours qui suivirent, Sumaoro fut très créatif et mettait en application tous les talents qu'il avait en lui. Il se construisit un balafon magique afin de chanter les louanges aux dieux, ainsi qu'un dà afin d'exalter ses chasses et faire des offrandes à ses dieux. La nuit du vendredi, il sortit et tira un coup de fusil, puis s'écria « Armée ! À moi ! Une armée !» Silence. Pendant de longues minutes, rien ne se produisit. Puis, des cieux arrivèrent 7 génies, armés et prêts à la guerre. Durant 7 semaines, il répéta l'opération et, à chaque fois, davantage de génies le rejoignit. Enfin, il se sentait prêt à retourner au Manden. C'est accompagné d'une armée, guidée par son nouveau général et neveu Fakoli, que Sumaoro retourna au Manden. En le voyant, les habitants s'exclamèrent « Ah, Sumaoro, nous n'avons pas dit que tu n'as pas une puissante armée, mais nous ne pouvons accepter ta suprématie, car il existe au Manden 4 petits hommes de peu de valeur, dont l'élévation à une quelconque autorité politique surprend toujours. Le petit cordonnier, le petit griot, le petit pêcheur et le petit forgeron. Et pourtant, le Manden ne saura s'édifier sans eux. Toi, nous te savons forgeron. Retourne à tes fourneaux exercer les métiers de tes ancêtres plutôt que de vouloir exercer ton pouvoir ici. » Sur ces mots, Sumaoro rentra fou de rage. Lui qui avait tant de talent et l'aide divine ne pouvait accepter qu'on ne le contraigne à un choix de vie. Il ordonna à son général de lancer le premier assaut. L'assaut fut immédiatement couronné de succès. Et, à peine les forces ennemies se reconstituaient, qu'il lança le second, puis un troisième assaut, et ainsi de suite. Il mit tant d'efforts pour tourmenter ce royaume que les braves fuyaient. Presque tous les rois tombèrent. Les gens furent terrorisés par son armée et craignaient encore plus sa puissance magique. Si bien que le nouveau roi du Manden, Dankaran Touman, fit parvenir à Sumaoro un présent afin de conclure avec lui un marché et d'apaiser sa colère. Un jour, Sumaoro vit 2 voyageurs arriver à ses portes. Une jeune femme ainsi qu'un homme qui se présenta comme le griot du roi venu pour le servir. Le griot s'appelait Bala Faseke. Il lui dit qu'il était accompagné de la jeune princesse et sœur du roi, Nana Triban, et qu'il pourrait l'épouser s'il souhaitait une alliance avec le Manden. Sumaoro avait déjà plusieurs femmes, mais il ne put résister au charme et à la douceur de Nana, et très vite, il voulut l'épouser. Cependant, la princesse Manden avait sur le cœur la souffrance de tout son royaume. Elle ne pouvait créer aussi facilement des sentiments avec son bourreau. Pendant de longues semaines, elle se refusa à lui, prétextant vouloir mieux le connaître et faire grandir son désir. Et dans le silence, elle prépara un plan qui pourrait sauver son royaume. Elle allait le faire parler afin de découvrir le secret de son invulnérabilité. Elle fit préparer de l'hydromel pour le roi du Soso, à qui elle avait promis une longue et sulfureuse nuit d'amour. À la nuit tombée, lorsque le roi entra dans son logis, elle le couvrit de baisers,
puis se blottit dans un élan de passion jusqu'à présent dissimulé. Déjà son parfum et la douceur de sa peau firent chavirer le cœur du roi. Ensuite, elle le dévêtit légèrement, puis porta à ses lèvres une coupe d'hydromel. Alors qu'il dégustait sa première coupe, elle s'écarta afin de raviver le brasier. Il buvait avec volupté le doux mélange, tout aussi envoûtant que les contours de sa belle qui chantonnait à la lumière du feu. Nana lui demanda alors quel était son secret qui le rendait invincible et invulnérable aux flèches ainsi qu'aux épées. Sumaoro, finissant sa coupe, lui disait qu'elle était bien trop belle ce soir, mais que malgré ça, il ne pouvait lui répondre. Nana fit mine de s'offusquer, puis lui reprocha qu'il ne lui faisait pas confiance, et que la base de l'amour était la confiance. Ce faisant, elle lui remplit une seconde coupe, puis partit revêtir sa tenue d'Awa. Quand elle reparut, la seconde coupe était vide. Sumaoro claqua sa langue de désir en la voyant, car dans sa nouvelle tenue, elle était encore plus séduisante qu'auparavant. Nana remplit une troisième fois la coupe du roi, puis s'assit sur le rebord du lit. Elle observa sa respiration, la brillance de son front, le gonflement de ses narines, jusqu'aux gémissements gutturaux qui s'échappaient de sa gorge. De là, elle savait qu'elle avait emprise sur lui. Elle s'allongea délicatement dans une posture qui la rendait irrésistible, si féminine et attirante que le roi ne put s'empêcher de s'allonger à ses côtés. Il lui caressa doucement la peau, embrassa son cou. Il ne savait plus s'il rêvait ou si la situation était réelle. « Oh, que tu es belle !» lui dit-il. « Ce à quoi, répondit Nana, viens donc, mon amour. » Ce faisant, elle bascula sur lui tout en plaquant ses mains sur ses reins et se trémoussa langoureusement. L'assise, la cadence, la gestuelle, tout était en parfaite harmonie, et lorsqu'il soupirait, elle gémissait. La flamme se vit dans les yeux du roi qui ne quittait pas la poitrine de sa belle. Elle détourna alors son regard pour sublimer son attention. Elle le fixa, avec une telle intensité, qu'en s'envolant, elle lui déroba ses premiers mots d'amour. Le roi fut tellement satisfait qu'au bout de la 5e fois, les mots d'amour se transformèrent en secrets jusqu'à présent jamais dévoilés. Seule une flèche avec l'ergot de coq blanc peut me tuer. Un petit sourire se dessina sur les lèvres de Nana lorsqu'ils entamèrent leur 6e tour. Elle savait maintenant comment mettre fin au règne du tyran. La belle Nana avait conquis le cœur de son mari et connaissait à présent tous les secrets de la cour. Un jour, elle voulut partager ses découvertes avec le griot, qu'elle emmena tout en haut de la tour du roi. Cette pièce, à l'abri des oreilles, était gardée par un vase magique, et personne jusqu'à présent n'y avait accès. En s'approchant du vase, un long serpent se déroula pour leur bloquer le passage. Heureusement, le griot, bercé dans l'art de l'hypnose, sut apaiser la bête, qui sitôt retourna dans son vase d'un sifflement. Lorsque l'accès était enfin libre, ils découvrirent des secrets que seul Sumaoro connaissait. 2 corbeaux gardaient un spectacle macabre de crânes posés sur des pics. Sans doute tous les rois qui avaient été défunts, tous les rois du Manden. D'autres trésors étaient parsemés. Nana et le griot, horrifiés par ce spectacle, cherchèrent du regard un endroit plus propice à la discussion. Mais parmi tous ces trésors, l'un d'entre eux attira l'attention du griot. Dans une cavité et recouvert d'un tissu soyeux, on distinguait les contours d'un balafon. Le griot s'en approcha et il saisit l'un des maillets.
En frappant doucement la lame, une note mélodieuse résonna dans la cavité. Aussitôt, les crânes se mirent à résonner. Sumaoro, qui était en constante communication avec son balafon magique, accourut furieux. En entrant, une mélodie jaillissait, animant les crânes et les fétiches de la salle. Il vibrait, frémissait et prenait vie. Muso sabaten Sumaoro Kaya tuleden Sumaoro Babi tubeden Sumaoro Sansun tuleden Sumaoro. Je te salue, Sumaoro du vieux Soso. Sumaoro de 3 femmes. Sumaoro de Kayatue. Sumaoro de... La fureur avait cédé à la joie dans le cœur du souverain. Lui, qui au-delà du tyran, savait faire parler son âme. Il déclara alors au griot qu'à partir de maintenant, il serait son griot personnel et qu'il jouerait pour ses victoires. Sumaoro, au fur et à mesure que son pouvoir grandissait, devenait de plus en plus avare et arrogant. Il avait déjà de nombreuses femmes, dont sa plus belle Nana, qui était devenue sa plus proche confidente. Il devint tellement avare et arrogant qu'il vola l'épouse de son neveu et général Fakoli, Keleya. Keleya était une épouse unique, car elle avait des pouvoirs magiques. À elle seule, elle était capable de préparer des plats pour toute une armée. Son neveu Fakoli, anéanti par un tel parjure, quitta l'armée de Sumaoro afin de se venger de son affront. Cependant, Sumaoro, sûr de son pouvoir et de sa quête, continuait d'envahir le Manden. Et lorsque Sumaoro envahit la ville de Niani, capitale du Manden, les devins du royaume s'accordèrent pour dire que seul le prince au triple nom pouvait sauver le royaume du tyran. Ainsi, Sumaoro ne se doutait pas que dans l'ombre déjà, de nombreux rebelles avaient pris les armes. Sa sœur l'avait déjà quitté, préférant élever son enfant loin de son arrogance. Sa femme possédait son plus grand secret, et son général et neveu allaient prendre les armes contre lui. Bien entendu, l'histoire de Sumaoro ne s'arrête pas ici. Mais afin de connaître la suite, je souhaiterais vous conter l'épopée de Sundiata, l'homme au triple nom dont parlent les devins. Le récit du petit griot touche à sa fin. J'espère que cette histoire vous a plu et que vous avez envie de découvrir les autres. À bientôt pour une nouvelle aventure.